laissez vos enfants s'embêter. Ils doivent stimuler leur créativité. Bonjour et bienvenue dans la 3e partie de Entre Popote et Lessive, un podcast Parentia. L'éducation des enfants, c'est le thème de cet épisode et on en parle avec Fanny Gendrin et Adrien de Viveur. Fanny, toi, tu as 3 filles qui vont à l'école. Elles vont toutes les 3 à l'école. Tu t'es basée, toi, sur quels critères pour choisir l'école de tes enfants ? Alors, il faut savoir que nous, on a choisi l'école avant de choisir notre maison. Donc, on a choisi notre maison en fonction de l'école. Ah, c'est marrant, mais ça, c'est rare. Hein. Ouais, on est bizarre. Et on a choisi aussi pour être proche de chez mes parents, parce que c'était important aussi pour moi que mes parents aient un rôle important dans l'éducation de mes enfants. Et tu les as mis dans quelle école alors, du coup ? Elles sont dans une école, dans un petit village qui s'appelle Rêve. C'est une école... Alors, l'école maternelle, c'est une petite école de village. Et l'école primaire, qui sera l'école secondaire, c'est une école plus difficile, une école assez exigeante. Et c'était notre volonté dès le départ. Mon compagnon et leur papa, lui, vient plutôt d'un enseignement un peu type de Crowley. Et donc, lui aurait préféré ce genre d'enseignement. Et puis, très vite, on s'est dit non. Parce qu'en fait, on a de la rigueur. Moi, je suis assez stricte sur certaines choses. Le seul côté strict que j'ai, c'est juste qu'on doit se respecter. Voilà. Donc, c'est la seule condition dans la famille, c'est le respect. Et donc, je voulais une structure scolaire pour elle. Parce que je suis très, très stricte pour l'école. Et toi, tu as été dans quel type d'école ? Moi, j'ai été dans une école normale. Ok. Voilà, il n'y a pas... mais j'ai manqué de structure. C'est marrant parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on va plus vers un enseignement créatif. Tu parlais de Crowley, tous ces enseignements-là. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est plus à la mode. Beaucoup moins les écoles catholiques ou plus strictes. On va moins vers ça, j'ai l'impression, aujourd'hui. Oui, peut-être. Mais nous, comme à la maison, on est très créatifs, on se libère, on dit tout ce qu'on veut. Je voulais plus ce penchant qui, moi, m'a peut-être manqué quand j'étais plus jeune. Ce côté structure, ce côté apprendre à travailler très vite, seul aussi, avec, des points, des examens et tout ça. Et donc, c'est vrai que parfois, je me dis, je suis peut-être un peu stricte sur l'école, mais ce que je veux, c'est qu'elle donne le meilleur d'elle-même. Et je dis toujours, je veux pas que tu aies les meilleurs points, mais je veux que tu sois fière de ce que tu as fait. Je veux que tu... Et ça, elle ne pourrait pas le trouver dans un enseignement plus... Si, peut-être, moins traditionnel. Je ne connais pas ce genre d'enseignement, mais en tout cas, dans ce que j'avais pu lire au départ et tout ça, ça nous convenait moins bien à nous. Leur papa, il est déjà à 10 000 à l'heure, il pense à 10 000 choses. Je me dis, s'il faut quand même un petit peu de structure pour ces enfants-là. donc voilà, donc c'était notre volonté, mais je ne dénigre pas du tout l'enseignement plus libre, et sûrement qu'il y a plein d'avantages. Mais pour nous et dans notre structure de vie, je préférais quelque chose de plus strict. Et c'est vrai que j'adore quand elles rentrent avec leur bulletin et qu'elles arrivent avec un beau bulletin et qu'elles me disent « je suis fière de moi », je me dis « ah, chouette, là on a gagné » parce qu'elle veut pas que je sois fière d'elle. Elle est fière d'elle. Et j'ai réussi ma poésie, maman, madame, elle a dit que c'était super, elle était contente, je suis fière de moi. Ah bah voilà. En fait, dans la vie, il faut être fière de soi. Et c'est ce que je souhaite, mon souhait le plus cher, c'est que quand elles sortent des études, qu'elles puissent faire ce qu'elles aient envie de faire. Si elles ont envie d'être coiffeuses, elles seront coiffeuses. Si elles ont envie d'être astronautes, elles sont astronautes. Si elles ont envie d'être plombiers, elles seront plombiers. Peu importe, en fait. Le but du jeu, c'est d'être fière de ce qu'on a envie de faire et de se donner les moyens d'arriver à faire ce qu'on a envie de faire. Moi, quand je suis sortie de Réto, si j'avais pas été prise au conservatoire, je sais pas ce que j'aurais fait. Tu vois, j'étais nulle en maths, j'étais nulle en langue, j'étais nulle en sciences. Et parce que voilà... Peut-être que parce que l'enseignement n'est pas non plus super adapté à différents types de profils et que justement, les cadres doivent être bien respectés. C'est ça qui pose parfois problème aussi. Oui, je pense qu'il y a... Et l'école qu'on a choisie leur permettait aussi de pouvoir faire... plein d'autres choses aussi sur le côté. Mais tu t'es basée sur leur personnalité, la personnalité de tes filles pour choisir l'école ? Non. Ou bien tu t'es dit, elles vont pas avoir de structure à la maison, il faut qu'elles retrouvent cette structure dans une école. Je pense que si la structure n'était pas adaptée, si l'école ne convient pas à mes enfants, je vais pas faire partie de ces parents qui se disent « Non, mais tu dois rester là. » Non, et si ça va pas, on change, les gars. Il n'y a pas de souci. Alors là, moi, Du coup, tu as ta maison maintenant à côté de l'école ? Non, on n'est pas à côté de l'école, on est à 10 minutes. Mais en tout cas, je me souviens d'avoir vu un reportage dans cette école et ça m'avait plu, cette ambiance. C'est dans un grand parc, ce côté où la cour de récréation n'existe pas vraiment. Tu es dans un parc avec un lac, tu as un panier de basket, tu as l'impression d'être aux États-Unis. Voilà, il y avait un côté un peu champêtre que j'aimais bien. Je voulais pas une grosse ville.
Je voulais ce côté village où tout le monde se connaît, où si tu as un souci, t'appelles une maman qui ira chercher et tiens, j'ai un pyjama, elle dormira à la maison. Voilà, cette structure-là pour nous était importante. Là, on parlait d'éducation en dehors de la maison. L'éducation maintenant à la maison. C'est qui gère? C'est toi ou c'est ton mari? Chalimard. C'est toi. À ton avis? C'est qui? Non, c'est... les deux peuvent cohabiter. Oui. Mais j'ai pas l'impression. En fait, le seul souci, c'est celui qui va éduquer, c'est celui qui va être le plus présent. Oui, et donc c'est toi. C'est évidemment. Ouais. Voilà, et aussi parce que je prends beaucoup de place et que j'aime être structurée. Mais évidemment, toutes les décisions, c'est toujours quand on est là tous les deux, c'est papa et maman ne sont pas d'accord ou papa et maman ont décidé. Et quand papa prend une décision, il est hors de question que maman derrière dise « Ah non, je ne suis pas d'accord ». Non, je dis toujours, on s'allie, on est une équipe. Ouais. Mais c'est vrai que les règles, c'est plutôt... mais la règle principale dans notre maison, c'est juste le respect, en fait. Mais en fait, l'éducation, ça couvre un panel énorme de choses. Même dans l'éducation, il y a la transmission affective, il y a la transmission des histoires qu'on raconte, de la manière dont on les raconte. C'est vraiment quelque chose de très, très large. Donc, en fait, même si... instinctivement, c'est toi qui prends le lead. Je pense que ton homme, en fait, dans le travail éducationnel, il fait passer des choses qui ne sont pas du tout des règles en tant que telles, mais qui sont de la créativité, par exemple, toutes ces petites choses-là. Ah oui, quand il y a des maquettes à faire à l'école, c'est lui qui s'y colle. Ouais, c'est ça. Mais donc ça, c'est aussi un patrimoine qui se transmet à travers ce grand mot qui est utilisé à tort et à travers de l'éducation, en fait. Et est-ce que tu t'es mis d'accord avec ton mari, justement, avant d'avoir des enfants, en disant, bon, on va avoir une éducation comme ça à la maison ou on va faire comme ça Non, pas vraiment. Non. Il faut savoir que quand on est devenu parents, donc moi, quand je vous disais, dès que j'ai accouché, il fallait que je mange, c'était comme un instinct animal, et lui, il a pleuré. Donc, il a pleuré pendant 3 semaines. J'ai l'impression que vous, c'est l'inverse, quoi, de ce qui arrive d'habitude. Il m'a volé mon baby blues. Il a acheté des linges, il pleurait pendant 2 heures, quoi. C'était infernal. Donc, pour lui aussi, son rôle était incroyable. Et honnêtement, je le dis, Nico, je l'ai rencontré, ça va faire 13 ans, 14, enfin, ça fait un bout de temps qu'on est ensemble. Nico, en fait, je l'aime vachement plus depuis qu'il est papa qu'avant. Parce qu'il est fascinant aussi en tant que papa. Son côté, même s'il a 48 piges et qu'il a mal partout, son côté papa jouette, papa cabane, papa créatif, papa on va faire des balades, papa on nous emmène sur une barque. Un jour, on a été faire une balade en barque, mais il était là, il était génial, il était content, il était sur sa barque et nous, on était en train de tirer la tronche. Qu'est-ce que c'est chiant! Mais papa est content. Voilà, son côté joyeux, joie de vivre. Je l'aime plus aujourd'hui, depuis qu'il est papa, qu'avant. Je pense que si on n'avait pas été parents ensemble, on serait plus ensemble. C'est vrai? Oui, parce que je l'admire en tant que papa et je pense qu'il m'admire aussi en tant que maman. Et je pense qu'il m'admire plus en tant que maman qu'en tant que femme. Mais donc, tu sais ce qu'il vous reste à faire, un 4e, quoi. Ça va lui, renforcer encore plus. Lui, il veut pas. On va trouver une solution. Et toi, Adrien, tu penses que justement, un homme peut changer comme ça quand il devient papa, change de caractère, Oui, moi j'ai vraiment subi une métamorphose très forte, oui. Avant, il n'avait pas de cheveux gris. si, ça je les avais depuis un petit temps déjà, mais c'est parce que je savais déjà que je voulais devenir papa, donc je les avais déjà anticipés. Non, oui, bien sûr, moi j'ai vraiment une terrible métamorphose. Déjà, on en a parlé dans le podcast précédent par rapport à la conscientisation du monde qui nous entoure et de donner la responsabilité à des enfants de vivre dans ce monde, c'est quand même déjà... il faut diminuer un peu son degré de culpabilité et il faut en prendre conscience, mais donc forcément, il y a une responsabilité qui entre en ligne de compte. Donc oui, bien sûr, moi je suis devenu mature du jour au lendemain, ça c'est très clair, j'étais vraiment un sale gosse avant. Physiquement, j'ai aussi eu quelques modifications. Moi, j'ai fait une petite couvade quand même, je me suis senti pas spécialement grossir, mais j'étais pas bien, j'ai eu vraiment beaucoup d'angoisse, ça s'est transmis par beaucoup de crises d'insomnie, par du stress, par... du manque de confiance aussi au niveau professionnel, donc j'ai vraiment ressenti beaucoup les choses comme si j'étais un peu enceint aussi, mais bien sûr qu'en termes de maturité, de charge mentale, de réflexion aussi, ça a tout changé. Moi je sais plus lire un article comme ça qui concerne des enfants dans la presse, dans les trucs, ça me bouleverse, alors qu'avant j'étais le premier à en faire des blagues, donc ça c'est vraiment quelque chose qui a très fort changé pour moi. Et tu penses que chez tous les hommes c'est pareil? Non, pas du tout. Non, je me rends compte auprès de mes potes qu'il y en a plein qui ont toujours, en fait, effectivement, ils sont rentrés dans un système familial avec tous les codes et toutes les règles qu'il faut respecter, mais il y a toujours une sorte de distance comme ça qui existe et qui existait déjà au préalable. C'est
voilà, je pense que ça change un peu en fonction de chaque individu, mais c'est parce que j'aime bien aussi prendre mon rôle à cœur et que je suis vraiment un papa passionné aussi. Au-delà d'être un papa complètement poule, je suis passionné en fait par cet univers, par ces relations qui existent. J'en parle souvent avec Fanny d'ailleurs quand on se croise et tout. Enfin, on sait qu'on est un peu dans le même, on a été fabriqué un peu dans le même moule à ce niveau-là, et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant, qui est particulièrement épanouissant, je trouve. Et toi, tes enfants, Fanny, elles font des activités en dehors de l'école, en dehors des activités. Ah oui, beaucoup. Maman taxi. Non, Donc oui, ça beaucoup. aussi, tu es aussi, en plus de ça, t'as la casquette de taxi. Bah, oui, mais je pense qu'après le confinement, on a eu tous envie de les inscrire à plein d'activités. Ouais. Et donc, pendant tout un temps, elles ont été inscrites. Et il y avait des choses le mercredi, il y avait des choses le vendredi, il y avait des trucs le samedi et le dimanche. Et à un moment donné, même elles n'en voulaient plus. Et je me suis dit, en fait, les filles, on n'est pas obligé de se surcharger. Par contre, voilà, c'est chouette de faire une activité physique en dehors de l'école. Donc, elles ont des cours de danse. Elles ont des cours de danse le dimanche. Et en fait, c'est notre popote du dimanche, on aime bien. Et puis, il y a des cours aussi de guitare le jeudi. Et puis, mais ça, c'est des trucs qu'on gère. Et puis, il y a du tennis aussi pour la petite qui va se mettre qui va bientôt... les cours vont bientôt reprendre pour elle. Et donc, voilà, c'est chouette pour elle de voir ça. J'ai fait énormément de cours parascolaires. Moi, je faisais 12 heures de danse par semaine à partir de mes 8 ans jusqu'à mes 16 ans. Wow. Donc, c'est vrai qu'au départ, moi, je me disais, obligé de faire quelque chose. C'est obligé. Et en fait, au final, je ne les force pas, mais je me dis, tiens, c'est chouette aussi de voir, pour l'activité physique en tout cas, et puis parce qu'elles aiment danser, parce qu'elles aiment chanter, parce qu'elles veulent devenir chanteuse, danseuse, coiffeuse, esthéticienne, docteur. Les enfants, ils veulent tout faire en même temps. Ouais. Vétérinaire aussi. Et puis, j'aurai un magasin de chaussures. Moi, le policier, il est là depuis longtemps quand même. Mais ce qui est intéressant aussi par rapport à ce que tu dis, Fanny, sur la suractivité, on sait que c'est un truc aussi qui a été très à la mode pendant des années. Lundi hockey, mardi scout, mercredi. Et puis il y a cette campagne de Yapaka qui a quand même été, qui a beaucoup circulé en fait sur les réseaux, en télé, en radio, qui explique laissez vos enfants s'embêter. C'est hyper important. Ils doivent stimuler leur créativité. Ils doivent parfois se dire il y a un tapis, il y a une table, je vais essayer de construire quelque chose quoi. Et ça c'est vraiment, je trouve, un leitmotiv qui est très important à respecter. Mais je pense qu'on a envie aussi de les entourer parce que quand on les laisse à la maison seuls, bon évidemment toi Fanny elles sont à 3, mais pour toi Adrien il est tout seul alors enfin tu vas s'embêter, mais ça rend un peu triste aussi, tu vois, tu te dis mais t'as envie sauf que tu dois driver ça. Ouais. Donc tu vois, il y a moyen de rester à côté. Ouais. Pas spécialement, mais en disant, voilà, je te propose ceci. Tu mets quelques petits trucs. Tu sais qu'à un moment donné, ça peut matcher les différents éléments que tu lui proposes, et tu vois un peu comment ça fonctionne. Après, c'est sûr que il faut toujours accompagner les 10 premières minutes, quoi, en montrant un peu ce que toi tu as envie d'envisager de faire avec une voiture Playmobil, un Lego et un bateau de pirate. Et puis après, tu te rends compte qu'en fait, les histoires commencent à se créer, et tout ça, cet ennui, il va être comblé grâce aussi au nombre d'histoires que tu vas lui raconter. Au nombre de livres que tu vas lui mettre dans les mains, parce qu'en fait il se crée ces univers quoi. Nous on a par exemple, voilà, pour nous c'est très important, pas d'écran quoi. C'est vraiment un truc, voilà, Gaspard il a 3 ans et demi maintenant, il n'y a pas d'écran à la maison, c'est comme ça, et donc ça permet aussi de créer de la créativité et de stimuler ça. Je vais bientôt avoir un deuxième, je ferai sans doute beaucoup moins le malin. Mais c'est ça, parce qu'on dit pas d'écran. Est-ce que toi tu es d'accord avec ça Fanny? Pas d'écran? Oui, pas d'écran. Alors c'est le principe que j'ai eu et c'est ce qu'on a fait avec Capucine, et puis il y a eu une mais deuxième. je m'en rends bien compte. Donc la Capucine et Blandine, elles ont 3 ans de différence, donc automatiquement Blandine et Victoire, elles ont eu des écrans plus vite. Mais par contre, il y a des règles. Il y a des règles. Hors de question. Alors moi aussi j'ai des principes, je veux pas de téléphone avant 16 ans. 16 ans, c'est tard, oui. Et on en discute avec Capucine et on dit, moi je veux que mes filles me fassent confiance. Donc prends mon téléphone, appelle qui tu veux, fais tout ce que tu veux, mais moi je voudrais pas. Tant qu'il y aura pas dans les écoles et qu'on ne donnera pas les codes pour donner aux enfants comment gérer l'information que tu peux avoir sur ton téléphone, comment gérer les réseaux sociaux, comment gérer au mieux le harcèlement, tant que les établissements ne vont pas proposer aux enfants ce genre de choses, ou si moi je n'ai pas de formation pour driver mes enfants. À contrario, elles soient harcelées par le fait qu'elles n'aient pas le téléphone et tout. Non, parce que, alors je dis 16 ans, si ça tombe ce sera 15 ans, tu vois, mais je veux pas l'entrée en secondaire dire ma fille 9 ans. C'est devenu un peu la norme ça. Mais ma fille 9 ans, la plupart des enfants dans sa classe ont un téléphone. C'est dingue. Ils ont un téléphone. Et donc je ne veux pas leur donner dans les mains quelque chose que je trouve hyper dangereux. Pour moi, c'est comme donner de la dynamite, une bombe. Et donc, tant qu'il n'y aura pas des formations pour bien les encadrer, avoir un téléphone aujourd'hui, si c'est pour appeler, chatter, envoyer des messages, tu peux le faire sur le téléphone de maman. Et donc, j'aimerais
pour pouvoir instaurer cette confiance que moi j'ai eue avec mes parents. J'avais pas de téléphone. Oui, mais c'était une autre époque. Oui, mais par exemple, je partais en vacances, j'avais un petit copain, il appelait sur le téléphone de mon papa. C'est mon papa qui appelait. Chaque fois, il flippait, quoi. Ça sonnait, il était là, j'espère que c'est pas le papa qui va décrocher. Non, et puis moi aussi. Donc voilà, si on peut créer cette confiance-là. Donc voilà, donc j'ai des règles par rapport à ça, mais par rapport aux dessins animés, par rapport à la télé. Il n'y a pas de tablette à la maison, je n'en veux pas. Il n'y a pas de jeux vidéo à la maison, je n'en veux pas. Hors de question qu'on joue à des jeux vidéo. Un fax. Et donc, non, il y a elles peuvent regarder un film elles ou une peuvent petite regarder série. un film. Alors, elles te gèrent les trucs. Alors, on est tombé sur on a une Smart TV. Ça, c'est très dangereux. Parce que la Smart TV, je savais pas qu'il y avait YouTube dessus. Ah ouais. Et un jour, je rentre et j'entends des trucs. Qu'est-ce qu'elle regardait? Genre, wesh, wesh, ma gueule. Wesh, wesh, ma gueule, son make-up, c'est trop de la balle. Tout ce que Je me t'adores, suis quoi. dit, c'est pas possible. Ouais. Ah non, non. Alors, en plus de ça, moi, je suis dans le mimétisme. Donc, si j'entends wesh, wesh, ma gueule, j'ai envie de le dire non-stop. Donc, wesh, wesh, ma gueule, je le disais à la radio. Ça passait pas. Et donc, voilà, j'ai dit, les filles, ça, je ne veux pas sur la télé. Et donc, les filles, elles sont cool. Oh, ouais, ok, maman. Et donc, oui, les seules fois où on regarde autre chose que des dessins animés ou des films, bah, c'est quand on fait des karaokés sur YouTube ou des blind tests. Bon, c'est sympa. Bah alors, justement, dans la 4e partie, on parlera, Fanny, et ça, j'ai hâte de t'entendre sur ce sujet, du temps pour soi. Ah, Du temps que tu as réellement pour toi. On en parle bientôt avec vous, Fanny et Adrien. D'ici là, je vous rappelle que ce podcast est réalisé par la Caisse d'allocation familiale Parentia, qui vous aide et vous accompagne sur toutes vos questions relatives à l'administration familiale. Pour plus d'infos, prenez le temps de vous rendre sur parentia.be. Parentia. Près des parents, dès les premiers instants.